Donc, c'est à nous de faire connaître ces œuvres-là. Donc, quand on voit des livres sur Matou Blouna, sur Aït Menglet, sur Slimane Azem, Taoussa Amrouch, etc., et on peut espérer effectivement, comme dit Youssef, que les générations d'aujourd'hui et celles qui vont venir puissent aider à traduire dans plusieurs langues, comme ça l'a été pour Vevey Nouva, qui a été chanté par d'autres artistes dans une quinzaine de langues à ma connaissance. Oui, oui. Ceci dit, pour Slimane Azem, il y a quand même maintenant une vingtaine de livres sur son œuvre, ce qui est excellent, hein, mais effectivement en langue française et un peu en langue arabe. Je t'avais coupé tout à l'heure, donc tu avais des choses à dire. Vas-y. Alors, je vais vous parler juste, encore une fois, 2-3 éléments pour permettre le débat. Par exemple, à quel point Slimane Azem a une pensée vraiment prémonitoire. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie, on parle de l'usure de la planète, on parle de changement du climat, etc. Je vais vous lire 2-3 passages très rapidement. Je rassure tout de suite ceux qui ne sont pas kabylophones que je tenterai une traduction. Je vais vous lire un petit extrait. Cette composition-là, cette chanson-là, a été reprise par plusieurs artistes, notamment, je crois que la première à le faire, ce sont les filles de Durdura, du groupe Durdura. Après aussi, il y a eu Chirsidi Bemol, je pense Matou Belounas et d'autres artistes, y compris des plus jeunes que nous ne connaissons pas, mais que j'ai eu l'occasion d'écouter soit sur Facebook, soit sur YouTube. À un moment, voilà ce qu'il dit. دونيت تروح تكفى ثم نجر تحفى تقراد غير الخر من زمان القوم يبدل الصيفة يبدل الحرفة وهمناك وإذا كي غرام. La planète est maintenant ruinée, rabotée jusqu'à corrosion, arrive en fin de cycle. L'homme s'est métamorphosé, a abusé de ses activités, les gens de science en sont tourmentés. Alors il faut savoir que cette composition-là, où il s'inquiète justement sur l'usure de la planète, où il parle justement du changement des activités de l'homme qui conduisent à cette usure-là, c'était fin des années 40, début des années 50. À propos du changement climatique, je vous lis aussi un petit passage. الوقت ثورة يتهول يثدون أكنسي هوا ولاد الحالي الدل تخسر ولاد الهوا كل شي ثورة يمخبل يخلط يتجد الهوا ونزمير على نعقل ماذا نبذو نغد الشتوى. Donc vous voyez aujourd'hui il fait je crois 15 ou 16 degrés, on est en plein janvier. Petite traduction, le temps est désormais déréglé et agit à sa manière. Le climat a lui aussi muté. L'atmosphère en est altérée. Tout est maintenant chamboulé. Soleil et pluie s'enchevêtrent. Nous ne pouvons plus discerner entre été et hiver. Voilà donc des petits exemples comme ça. Peut-être, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que j'en ai tellement. C'est pas grave. Alors, je propose qu'on donne la parole, comme ça tu très vas bien rebondir. Okay? C'est parfait. Ça me va. Donc, mes amis, je vous donne la parole. L'idéal, c'est que les questions soient précises et courtes. Ça, c'est l'idéal, bien sûr. Voilà. Bonsoir tout le monde. Samir, bonne année tout le monde aussi. Merci d'être là. Moi j'ai deux questions, une petite et une grande. Je vais commencer par la petite. Allons-y. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur Slimane Azem ? D'accord.
Et la grande, je vais rebondir sur un de vos propos. Vous avez dit que Slimane Azem, c'était un des chantres qui représente bien, ou qui la pensée kabyle. Qui incarne Qui incarne, pardon, oui. voilà, c'est le mot qui m'a échappé. Moi, ça veut savoir ce que c'est que la pensée kabyle. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Merci. Très bien. Merci. D'autres questions? Non, Non, direct. Ah oui, d'accord. Comme ça, on ne se perd pas pour le chemin. Très bien. Alors, je vais être franc avec vous. Pourquoi ce livre? J'étais à Moissac et j'ai vu, comme à chaque fois que j'y vais, les neveux et nièces de Slimane Azem. On a été ensemble visiter la tombe du poète, de leur oncle. Et puis, le gardien du cimetière est venu remettre un livre à un de ses neveux. Alors, ce neveu-là m'a demandé de le lire et de lui dire s'il y a éventuellement des passages diffamatoires ou qui porteraient atteinte à l'honneur de la famille ou quelque chose comme ça, auquel cas il réagirait. Donc j'ai pris le livre, je l'ai avalé d'un coup. C'est un livre assez volumineux. Et puis j'ai été très déçu. Et particulièrement, ces deux chants, Frajarat Temurti ou Hardouagour, il y avait en tout et pour tout 3 lignes. C'est même pas 3 phrases, il y avait 3 lignes. J'ai trouvé ça impossible. Je me dis comment Frajarat Temurti, qui aurait pu être l'hymne national, qui aurait pu être en même temps que Qassama, l'hymne national, eh bien, il n'y a que 3 phrases juste pour dire qu'il a été interdit par la police française. Cette chanson a été interdite en 1956 par la police française. D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, et je mets d'ailleurs en copie la note de la police. Et puis, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. J'ai commencé à écrire un article. Je me suis dit, je vais écrire un article sur Frajarat Temurti. Alors, j'écrivais, j'étais passionné, je vous cache pas. Au fur et à mesure que je réécoutais la chanson, ça me passionnait. Je me dis, c'est pas possible que ce soit aussi profond. Et puis, je suis arrivé à 33 pages. Je savais plus, un article, c'était trop. Un livre, c'était pas assez. Et puis, Abdelnour, ici présent, mon cousin, je lui en ai parlé, il me dit, il faut absolument que tu écrives un livre, même si c'est 80-90 pages, il faut que tu y ailles, il faut que, voilà, même si c'est un fascicule. Voilà. Et donc, il me rappelait pratiquement tous les jours, j'allais presque utiliser le mot harceler. Alors, tu as écrit, tu as continué, etc. Et voilà, donc, merci à Abdelnour, voilà où j'en suis arrivé. Donc, voilà la première. Alors, la pensée kabyle, chaque peuple, tout simplement, a une manière de voir la vie, une manière de voir les autres, une manière de voir la mort, de voir les alliances entre les groupes, d'organiser les rapports sociaux et d'avoir une philosophie de la vie. Et cette philosophie de la vie du peuple kabyle, je pense qu'elle a été traduite par plusieurs. Et Slimane Azem a été peut-être le premier, non seulement à capter cette pensée dans la souffrance. Peut-être que justement les blessures dont je parle ici, les blessures que Slimane Azem a vécues ont été vécues par tout son peuple. Et donc j'estime que cette vision du monde propre aux Kabyles, aussi bien dans les rapports sociaux que dans les rapports avec la nature, avec le cosmos, avec Dieu,
avec les saints, avec ce qui l'entoure, eh ben c'est ça la pensée kabyle. Et Slimane Azem l'a traduite dans beaucoup de ses compositions, aussi bien au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau historique, au niveau écologique, anthropologique, philosophique. Quand il dit par exemple c'est une question philosophique. Quand il dit c'est une question philosophique. Et donc, ce sont des questions que se posent les Kabyles depuis des générations et des générations. Donc, nos Amousnaou et qui ont transmis une culture orale, Slimane Azem les a traduites et leur a donné avec une poésie chantée comment dire, un aspect éternel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non. Non. Alors, soit tu me reposes la question différemment, soit tu donneras ton avis. Des choses de la pensée kabyle. C'est quoi? La philosophie de la vie. On a tous la même philosophie de la vie. Il suffit d'être kabyle. Oh, oui, merci pour avoir précisé la question. Oui, on a effectivement, chaque peuple a une orientation dans sa philosophie, dans sa manière de voir la vie. On parle par exemple de la vision chinoise justement de la vie, de la philosophie chinoise, à travers notamment Confucius. On a la philosophie allemande, la philosophie française, etc. Et tous les peuples, effectivement, avec les peuples africains, asiatiques, etc., chaque peuple a une orientation philosophique. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas une pensée individuelle, mais il est évident, et je l'explique justement dans ce livre-là, il est évident que ce qui peut paraître comme étant l'émanation d'une pensée individuelle est forcément l'émanation d'un groupe social, d'un groupe ethnique, parce que tout simplement, l'individu puise dans non seulement ce qui est une culture collective, non seulement ce qui est une philosophie collective, une spiritualité collective, mais il ne peut que malaxer, que traduire avec ces mots, avec une certaine manière, cette pensée collective. Voilà. C'est-à-dire que personne n'échappe à ce qu'il a appris depuis l'enfance. Je peux évidemment faire un cours de psychologie en disant que l'homme se construit de 0 à 6 ans. Et donc de 0 à 6 ans, on tête la sève de notre culture à travers notre maman, à travers nos parents, à travers les adultes qui nous ont entourés, et les adultes qui nous ont entourés, évidemment, eux aussi ont tété cette sève à partir de leurs parents, grands-parents, ainsi de suite. Allez-y, monsieur. Merci à toi. Bonjour à tous. Je rejoins un peu la première question qui a été posée à propos de Slimane Azem, effectivement. Est-ce que réellement on peut parler d'une philosophie kabyle? Moi j'ai envie de dire que on a fait un peu de Slimane Azem, la chose kabyle, on n'a pas fait le nécessaire effectivement, peut-être pour qu'il devienne universel, pour qu'il soit connu un peu partout. Est-ce que ça ne souffre pas de ça finalement, le fait qu'il ne soit pas traduit dans d'autres pays? Est-ce que tout simplement que, excusez-moi, je me sens responsable aussi de ça, mais il se trouve qu'il y a effectivement des élites qui sont déclarées, qui sont connues, mais est-ce qu'elles ont fait le nécessaire pour que Slimane Azem soit connu au-delà, effectivement, de... Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un peu d'affaires kabyle. Merci, Hassan. Mais très rapidement, hein, pour permettre à d'autres de poser des questions. Je pense que s'il n'y a pas eu cette traduction, c'est ce que je disais il y a un instant avant que tu n'arrives, je pense très honnêtement que si la langue amazigh d'une façon générale et kabyle d'une façon particulière, si elle avait été étudiée à l'école et dans les universités,
très probablement, je dirais même sûrement en ce qui me concerne, cette œuvre-là aurait été traduite depuis très longtemps, aurait été comment dire, des soutiens, des supports pédagogiques pour les lycéens, pour les étudiants, etc. Et ça aurait été effectivement traduit dans d'autres langues, comme c'est le cas des langues européennes. Malheureusement, dans les langues africaines, il est très rare de voir des œuvres, aussi grandes soient-elles, aussi importantes soient-elles, traduites dans les langues dominantes, parce que tout simplement, c'est une question de rapport de force. Très bien. Alors, d'autres questions rapides, précises? Brahim? Oui, Brahim. Ah ben oui, Brahim Sassi ne pouvait pas ne pas prendre la parole. Oui. Le droit à deux. Tout d'abord, Hassan Aïma, un grand merci. Merci à toi. J'ai lu ton livre avec beaucoup de bonheur et il arrive bien. Donc je le conseille à tous, vraiment, c'est un très beau livre, bien documenté. Et on apprend un peu plus sur le géant, le légendaire Slimane Azem. Tout à l'heure, vous parliez de la pensée kabyle. Effectivement, il y a une pensée kabyle. Chaque peuple a sa pensée, sa façon de voir, d'appréhender la vie. Et chaque peuple a son imaginaire. Voilà. Encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements. C'est un très beau livre. Merci. Je voudrais dire, je voudrais rendre hommage à mon ami Brahim Sassi. C'est mon ami, tout le monde le sait, mais il est habité par la poésie de Slimane Azem. Il l'a réhabilité à un moment où les gens avaient peur de citer le nom de Slimane Azem. Voilà. Donc merci à toi aussi, Brahim Sassi, qui a publié bientôt 13 livres de poésie en langue française cette fois. Bravo pour ça aussi. Merci, Brahim. Merci pour la chaîne YouTube. Aussi. Il a étudié un tout petit ouvrage, vraiment tout petit, sur Slimane Azem, justement, il y a une trentaine d'années, non? Bonjour tout le monde, merci Hassan pour les efforts que tu as fournis pour ce livre. Moi j'ai deux questions en fait. La première, quel est votre avis ou votre position par rapport aux gens qui essayent de donner une certaine dimension du côté politique à Slimane Azem que lui n'a pas revendiqué de son vivant? C'est la première question. La deuxième question, par rapport aux documents qui figurent dans votre livre, quelle est la source d'authentification de cette note de police? Merci. De cette note de police de la préfecture. Merci. La source d'authentification. Merci. Bien. Alors, la première question sur les interprétations de l'œuvre de Slimane. Quand on n'a pas étudié de Slimane, qu'on écoute juste comme ça, parfois un peu emporté par la musique, etc., on peut aller dans tous les sens. Moi, au fur et à mesure que je me suis penché sur cette œuvre-là, j'ai découvert une profondeur inimaginable. Alors, ceci dit, Slimane Azem, il y a une pensée politique. Il y a une pensée politique, il y a une pensée géopolitique, et je vous ai parlé évidemment des aspects aussi anthropologiques, historiques, etc. La pensée politique, c'est déjà un certain nombre de compositions, par exemple, sur le pouvoir algérien. Slimane Azem a été interdit et persécuté par l'ordre colonial, mais il l'a été aussi par l'ordre dictatorial, d'après l'indépendance, quand il a été victime des deux systèmes. Et si on prend la composition ici de Fraïjarat Tamourti, qui est encore une fois le texte principal de ce livre,
on voit très bien, moi j'aurais voulu lire, mais on n'a pas le temps, vous lire au moins 2-3 pages sur ça. Comment il introduit Frère Jalat Tamurfi. Il parle d'abord de son pays qui était inviolable, qui était complètement en dehors justement de toutes les prédations. Donc il parle de l'Algérie d'avant la colonisation, il emprunte cette métaphore du jardin inviolé, du jardin qui fait vivre son peuple, où tout pousse à profusion. Il l'emprunte à Simhandou Mahan, qui a énormément de poésie sur le Jinan. Et après, en décrivant rapidement ce qu'était son pays. Après, son pays, évidemment, Thamourth, c'est polysémique. Ça va du village Thamourth, jusqu'à Thamourth l'Arche, Thamourth l'Aqbaïr, Thamourth l'Alzaïr, Thamourth l'Maziran. Thamourth. C'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, après, donc, brutalement arrivent les criquets et puis dévorent ce jardin et s'attaque même aux racines. Et donc Slimane Azem a fait là un texte éminemment politique. D'abord, il parle de l'Algérie avant la colonisation. Ensuite, comment les criquets sont arrivés tout de suite, donc le débarquement. Ensuite, comment ces colons ont grignoté jusqu'à la porte. Il le dit textuellement. Et donc, où il parle justement de s'attaquer aux racines. Et après, juste après ça, il faut savoir, avant ça, pardon. Ce texte-là, d'abord, c'est le prélude au départ, avec une musique très lente, on dirait un muezzin, on dirait un appel, on dirait qu'il appelle à faire attention, comme dans nos villages anciennement, quand on a une propriété en bas du village et que quelqu'un éventuellement commence à s'y introduire, à partir du village, on lui crie dessus en lui disant attention, si tu restes là, je vais descendre, tu vas payer cher. Et c'est exactement ce qu'a fait Slimane Azem dans cette composition-là. Et puis, il attaque avec le refrain Frère Jalat Tamurfi avec une autre musique, cette fois-ci martiale, presque militaire. Frère Jalat Tamurfi ou le khair du faziki maha, ma dal qadi ki yzinzin aoud la qad ma yasha. Et il dit tu t'es implanté, tu dis que c'est ton pays, tu dis que c'est l'Algérie française, aoud la qad ma yasha. Montrez-nous donc si un notaire vous aurait signé un quelconque acte de propriété, Donc voilà, c'est éminemment politique. Alors, je ne parle pas après l'indépendance où, par exemple, il interpelle directement Ahmed Ben Bella dans la chanson Yaouyak Ahmed, etc. Et Boumdien, où il le compare à un crapaud en lui disant où il accuse justement d'avoir des discours emphatiques, une phraséologie, etc. Et que quand quelqu'un s'approche pour savoir de quoi il s'agit, et hop, la grenouille saute dans la mare, trouble l'eau, et évidemment c'est l'opacité, et on n'y voit rien, etc. Donc, de bout en bout, Slimane Azem a eu des compositions politiques, mais pas seulement. Mais je disais philosophique, je vous ai cité quelques exemples, anthropologiques, historiques, etc. Mais c'est absolument impressionnant ce que j'ai découvert dans cette œuvre-là. Alors, il a parlé du document. Ah oui, pour le document, c'est très simple. Il m'a été remis par la famille, donc j'ai fait une photocopie. Voilà. C'est le document qui est dans les archives de la police. Authentifié. Authentifié. Et ici en France? En France et en Algérie aussi.
peux avoir la source à la fin de. Ah oui, oui, il y a. Après la maître, Oui, oui, maître, bien sûr. après. Oui, oui. Ceci dit, c'est notre prochain invité, hein, maître Khalid. Ah, Alors, très bien. Mziane et puis monsieur. Mziane d'abord. Hein. Mziane, rapidement. Vous venez de parler de Ajrat, Oui. de bien. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il a voulu dire dans la chanson Idhar Douagou, Ouled Mekouning, le nom. C'est le nom de Majesté, notre Majesté du poète. C'est le nom des Kadis, c'est le nom des exilés, ou c'est le nom de gens qui ne sont pas concernés par cette indépendance. J'aimerais bien savoir ce qu'il veut dire par Ouled Mekouning, c'est ma farah. Oui, c'est une très bonne question. Moi, c'est très simple l'interprétation que je donnerai à ça. Parce que ça, je ne l'ai pas fait ici. Hein, d'accord? Parce qu'on ne peut pas, dans un petit livre comme ça, aborder toute sa grande œuvre immense. Idhar Douagou, il faut savoir déjà qu'il l'a écrite dans 56-57. Donc c'était au moment où la guerre faisait rage. Et c'est d'abord l'espoir, c'est-à-dire que l'apparition du drapeau nationaliste à Golithria, c'est devenu une expression du reste. Donc, même ceux qui n'ont pas été dans le maquis, même ceux qui l'ont brandi, ceux qui ont pris le maquis, ceux qui se sont battus, qui ont donné leur vie, justement pour ce drapeau-là, mais même ceux qui n'ont pas pris le maquis, ils sont aussi nationalistes. Ils ont contribué d'une façon ou d'une autre, et en tout cas, ils soutiennent cette lutte de libération nationale. C'est une manière donc de reconnaître, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant 1956, de 54 à 56, Qarnas plutôt il fait ou un Qarnas ainsi de suite. C'est-à-dire que comme si ceux qui avaient pris le maquis s'étaient attaqués à quelque chose d'impensable, que de toute façon ça allait être l'échec. Puis à partir de 56, à partir du congrès de la Soumane, qui est sous la férule de Bambarmban et de Ben Mhidi, eh ben, les Algériens ont commencé à avoir une autre idée, à avoir une autre image des gens qui avaient pris le maquis. Voilà mon interprétation. Alors, monsieur qui a parlé. Allez-y. Vas-y, allez-y. Monsieur, on parlait de la salapsis. Slimane Azam, le grand truc politique, ça n'a pas de Maroc. Ça n'a pas de Maroc. Il a tout dit. Tout à fait. Oui, oui, absolument. C'est ça la politique, ça. D'accord. Le mal algérien a commencé ce jour-là. Oui, oui, il a dit, c'est bon. Le mal algérien, il a commencé le 19 mars. Merci. Merci. Hassan, peut-être un commentaire sur ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça parce que, effectivement, beaucoup d'Algériens ont pris le maquis après avoir su qu'il y allait avoir des accords d'Évian après le 18 mars, la signature des accords d'Évian. Donc le lendemain, effectivement, il y a un certain nombre qui ont pris le maquis pour justement dire qu'ils ont fait la révolution. Et d'ailleurs, chacun sait aujourd'hui que beaucoup d'entre eux ont pris les rênes du pouvoir. Hein. Boumedienne a recruté énormément de gens comme ça, de gens qui n'ont jamais fait la guerre de libération, et qui les a mis dans l'armée, dans l'administration, etc. Et a exclu ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont tout sacrifié. Donc 19 mars, effectivement, ça fait partie des plaies de l'Algérie, et ça a été un des tournants importants, puisque c'était à partir de ce moment-là que les indus, que les non-légitimes
ont pris le pouvoir en l'Algérie indépendante et on sait ce que ça a donné. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans un système totalement illégitime. Et Slimane Azem avait brocardé cette catégorie de militants, entre guillemets, avec la chanson Tsatash Semras, c'est-à-dire ceux qui ont pris le maquis après le 19 mars. Merci. Merci à tous. Si tu me permets, Hassan, oui. Il faut aussi signaler que Slimane Azem s'est exprimé, hein, pas seulement il a chanté. Donc nous avons la chance d'avoir la possibilité d'écouter l'interview de Hans Sadi avec Slimane Azem. C'est une interview qui est encore d'actualité. C'est les paroles d'un vrai démocrate, hein, et qui a osé dire les mots face à un régime militaire qui a pris le pouvoir de force. Absolument. Absolument. Autre question, autre chose à partager? On va prendre une ou deux questions, après on va laisser notre ami signer le livre, et puis la discussion va continuer autour d'un verre. Alors, qui est-ce qui va poser les deux dernières questions? Sinon, je vais les poser moi-même. Pardon? Il y a une question écrite? Où ça? Oui, il y a une question écrite. En fait, on m'a souvent posé la question, puisque vous ne me la posez pas, je vais me la poser. Voilà. Qu'en est-il de la réhabilitation de Slimane Azem? Alors, je vais commencer par l'Algérie. Après une interdiction de façon absolument incroyable, puisque Ben Mohamed et Kamal Hamadi nous ont raconté que, en fait, la guerre des 6 jours, en 1967, il y avait un certain nombre d'artistes européens, particulièrement français, qui étaient interdits d'antenne dans la télévision et la radio algérienne. Donc il y avait toute une liste de ces artistes-là, et quelqu'un est venu ajouter à la main, alors que la liste était dactylographiée, quelqu'un est venu rajouter au stylo à la main le nom de Slimane Azem. À partir de là, il y avait une autocensure. Les gens de la radio avaient peur de passer Slimane Azem. De fait, il est devenu vraiment persona non grata dans les médias algériens. Ce n'est qu'après le 5 octobre 88, quand l'Algérie a été ébranlée par des jeunes qui se sont révoltés dans tout le pays, que Slimane Azem a eu le droit donc de retrouver les antennes des radios et télévisions algériennes. Voilà donc pour l'anecdote absolument incroyable, une blessure post-mortem. Et aujourd'hui, la commune de sa naissance, Ebni Ghran, est en train de réhabiliter sa maison, de reconstruire sa maison, qui était totalement en ruine. D'ailleurs, j'ai une photo qui m'a été transmise par la famille, ici, où la maison qui est complètement en ruine. Et moi, j'ai été avec Youssef ici présent. On a été, et même le peu qu'on voit, la ruine qu'on voit ici, a été complètement rasé. On a été la visiter avec le docteur Kamal Din Kharaf, le Siafour. Voilà. Donc, qui a visité la maison de Slimane Azem, et il tenait à faire ce pèlerinage. Alors, il y a cette réhabilitation au niveau de la commune, mais pas que ça. Vous allez vous étonner, peut-être que ce serait un scoop pour un certain nombre d'entre vous. Voilà le livre de français de 4e AM, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e ici. Eh bien, dans ce livre-là, il y a un texte de... Tu te souviens de la page? Je crois que c'est 25. Il y a donc un texte de Slimane Azem dans un livre diffusé et étudié dans toutes les écoles d'Algérie. Voilà. Et ça, évidemment, donc c'est... il y a même sa photo, voilà, faisant connaissance avec l'auteur, etc. Voilà donc un début de réhabilitation de Slimane Azem dans son pays
qu'il a chanté sa vie durant et qu'il n'a jamais pu retrouver de son vivant. Voilà. Et ici en France, vous savez que Emmanuel Macron avait demandé à une commission d'experts de recenser tous les noms de migrants qui ont fait la France. Et parmi les grands noms comme Lino Ventura, Pierre et Marie Curie, plutôt Marie Curie, etc., il y a le nom de Slimane Azem. Et de jeunes élus kabyles ont forcé donc leurs conseils municipaux pour avoir des rues et des places de Slimane Azem. Par exemple, dans le 14e, aujourd'hui, il y a une place Slimane Azem. Donc, c'est une forme de réhabilitation. Je ne vous cache pas que, personnellement, j'ai essayé par tous les moyens de trouver des personnes pour acheter la maison de Slimane Azem à Moissac. Donc, à un moment, j'avais un grand espoir que ça soit fait, puisque j'ai trouvé un ami qui a un restaurant à Charenton-le-Pont et qui avait accepté donc de l'acheter. Nous avons fait tout un dossier pour acheter la maison, faire un musée, créer un auditorium, un restaurant, etc. Faire un lieu de pèlerinage, pas seulement pour les Kabyles, mais pour les Amazirs d'une façon générale. Malheureusement, c'est tombé pendant la période du Covid et les banques ne nous ont pas accordé le crédit que nous avions demandé. Voilà. Aujourd'hui, j'ai demandé, je pense que je n'ai pas le droit de le citer, j'ai demandé à un grand patron kabyle qui est dans le sud de la France, qui habite en Corse, mais qui a des affaires, il a des affaires à Montpellier. Je suis allé le voir le 17 janvier et je lui ai demandé si éventuellement il pouvait mettre la main à la poche et acheter cette maison. Il m'a dit qu'il allait me rendre la réponse. Et si vous connaissez des Kabyles qui ont les moyens d'acquérir cette maison qui coûte 300 000 € environ, et nous a été proposé à 320 000, nous avons réussi à descendre jusqu'à 280, sachant qu'il faut en tout entre 500 à 600 000 € d'après notre étude pour créer un vrai musée, un restaurant, un auditorium et un parking. Voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou quelques-uns qui peuvent investir 500 à 600 000 €, c'est un investissement rentable. C'est une maison à 7 pièces et la loi autorise les chambres d'hôtes. Donc, jusqu'à 15 personnes par nuit. Donc, s'il y a un restaurant, ça peut non seulement s'autofinancer, mais ça peut dégager des bénéfices. En tout cas, nous avons fait faire un business plan par un expert comptable et ça peut être rentable dès la deuxième ou au plus tard la troisième année. Voilà. Donc, par rapport à la réhabilitation. J'ai dit on va prendre 2 questions. Hein. Vas-y. استراحوا البارش يزمنا 5 دروس ماشي كان يولوا خماره اخر ما يسيروا يا وسام وسام يبواس Vas-y, Saliha, rapidement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, absolument. Mais si, vas-y. Je voulais juste poser une question. Vas-y. J'ai une question par rapport les anciens artistes qui étaient en même temps que lui. C'est-à-dire par rapport au rapport qu'ils avaient avec eux
Et voilà, parce qu'il y a eu pas mal de... Voilà. C'est une excellente question, hein. Merci beaucoup. Parce que, comme je vous avais expliqué sur Inès Flani, qui a été complètement travesti, eh bien, il s'est passé exactement la même chose pour Zouarnit la Fayboujal. C'est-à-dire qu'il y avait la rumeur comme quoi ce seraient des chanteurs proches de lui, etc. Je vous assure que tout ça est l'œuvre des services algériens et que ne voudrait pas voir Slimane Azem glorifié par son peuple et par ses pairs. Et donc il fallait inoculer, comment dire, une graine de discorde. Slimane Azem, combien de chanteurs ont puisé dans son répertoire? Combien? C'est inouï. Je ne parle pas de Cheikh Noordin parce qu'il a travaillé avec lui pratiquement un tiers de son œuvre, mais pratiquement tous les grands chanteurs ont été avec lui, ont chanté avec lui, ont assisté à ses concerts, etc. etc. Voilà. Quand on écoute Kamal Hamadi parler de Slimane Azem, on voit bien qu'il a été un des pères, et peut-être même le père vraiment de la chanson kabyle contemporaine. Slimane Azem a été celui qui a introduit la chanson kabyle dans les foyers kabyles. Parce qu'avant lui, c'était tabou. Hassan, une dernière question. Samir. Je voulais juste poser une petite question. Il y a le génie de Slimane Azem, il y a le génie de Mohia. Il a fait une autre conférence sur moi. Non, c'est juste deux mots, c'est-à-dire en 1978, je faisais partie d'un petit groupe qu'on appelait le groupe d'études berbères de Paris 8, groupe d'études et de recherche berbère. Il y avait la création d'une librairie édition Imdiezen. Et parmi ceux qui ont créé cette librairie édition, que j'ai eu l'honneur de diriger, il y a eu Asfi Hamami d'abord, ensuite c'était moi. Mohia était un des piliers de ce groupe d'études berbères et de cette librairie Imdiezen. J'espère qu'un jour il y aura un doctorant qui va travailler sur cette coopérative-là, qui a fait un travail inimaginable. J'ose vous dire ce soir que peut-être, et on a des preuves là-dessus, je ne le dis pas comme ça en l'air, donc surtout s'il y a des étudiants parmi vous, des chercheurs parmi vous, moi je suis particulièrement prêt à éclaircir un certain nombre de choses là-dessus. Je peux vous dire que le mouvement de 80 est parti à partir d'Imdiezen. Le mouvement de 80 en Kabylie est parti à partir d'Imdiezen. Voilà. Donc c'est vous dire l'important. Alors, Mohia s'est intéressé à l'œuvre de Slimane Azem à cette époque-là, et il a préfacé le livre Islan, qui a été édité par Mohamed Mish. Il a fait une préface en kabyle absolument, vraiment merveilleuse. Je vous recommande de lire cette préface-là. Du reste, je crois qu'elle existe, il l'a lu, elle existe oralement sur YouTube. Voilà. Donc si vous cherchez Mohia sur YouTube, vous trouverez à un moment où il lisait la préface qu'il avait faite donc, au livre édité par Mohamed Mish. Tanmir Hassan, place à la dédicace. Merci à vous toutes et à vous tous d'être passés. C'est la dédicace.
Merci. Merci à toi.